Les marques adorent le sport, mais comment tirer parti des partenariats avec ce monde de passionnés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Nicolas. Bienvenue à UV, le podcast qui connecte les marques à l'époque. Hello Nicolas, tu vas bien? Salut Thomas, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. T'es responsable newbies à l'agence, mais pas que. T'es aussi marathonien, t'es aussi pivot sur un terrain de hand de temps en temps. Ensemble, on va parler sport. C'est un sujet que tu connais d'ailleurs un peu mieux que moi. On va parler des écueils, des bonnes pratiques, sur comment les marques se rapprochent du monde sportif via des partenariats. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est dans l'air du temps, mais bon, soyons francs, il y a un grand historique aussi des partenariats sportifs. Qu'est-ce qui amène tant de marques à se rapprocher du sport et à faire des partenariats? C'est clair. Déjà, c'est pas moi qui ai préparé cette intro, mais tu me rappelles de super souvenirs, au passage. En effet, c'est un levier qui est assez puissant pour les marques, mais il y a des leviers et pas mal de sujets à aborder là-dessus. C'est puissant premièrement parce que tu as de l'émotion. Tu arrives sur un terrain de jeu où tu as des fans, tu as des communautés et donc quand tu adoses ta marque à ces supports, à ces différents assets, que ça soit ton logo, ton bord terrain, ton maillot, tu vas aller sur un terrain de passion où les consommateurs sont plus à l'écoute. On le sait sur la communication au global, mais tu vas avoir plus de mémorisation, plus d'intention d'achat. Ça va être beaucoup plus simple de faire passer tes messages. Et puis c'est vrai qu'il y a un enjeu, pour les marques forcément de sortir du lot, de gagner un peu cette bataille de l'attention et puis, ça leur permet également d'aller chercher une audience, qui est forcément plus large que ce qu'elle pourrait avoir, autrement. Exactement, ça va dépendre de la typologie d'ayant droit que tu as envie de cibler, mais tu vas pouvoir, élargir ton bassin d'audience. Tu vas arriver sur des communautés déjà établies sur lesquelles tu peux faire passer tes messages. Deuxièmement, tu vas pouvoir étirer un petit peu ta journée, un petit peu de ta cible et les toucher sur un autre moment. Et aussi, c'est un moment de passion, donc elles sont plus à l'écoute et ça revient sur le premier point, de l'émotion, de la mémorisation, de l'intention. Elles vont souvent être plus enclins à écouter ton message de marque ou en tout cas, au moins ton expérience de marque, ce qui est encore plus intéressant. Puis on le sait, on va parler des valeurs, on va parler ADN de marque un petit peu plus tard. Il y a ça aussi dans le sport. Il y a quand même quelque chose, on parle beaucoup d'ailleurs, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion d'en parler autour de ce micro. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires. Je trouve que s'il y a bien, voilà, s'il y a bien quand même un endroit, s'il y a bien un secteur qui arrive comme ça à amener son lot de valeurs et son lot de grande histoire, c'est quand même le sport et j'imagine que ça intéresse les marques. Ouais, totalement. Là, on est sur le fait de pouvoir concrétiser, tes valeurs de marque, ta plateforme, ton nouveau plan stratégique. C'est ce que tu dis, il y a beaucoup de valeurs. Des fois, ça peut paraître un peu intangible pour l'interne, mais aussi pour les cibles et grâce au sponsoring, tu vas arriver sur un terrain de jeu où tu as déjà tout ça. Tu as déjà des récits qui sont établis, tu as déjà des héros, des anti-héros et donc aller t'accoler sur un tiers avec ta marque, sur un tiers comme ça, comme un ayant droit ou dans le sponsoring au sens large, ça peut être intéressant pour, matérialiser et rendre tangible tout ce que tu vas voir comme récit. L'exemple parfait pour ça, c'est le Vendée Globe. Nous, on a accompagné, Calan il y a de ça 2 éditions avec, le programme Initiative Cœur, donc un programme de fundraising avec, à l'époque, c'était Tanguy Delamotte qui était en skipper et déjà, ça a permis à la marque de matérialiser beaucoup de valeurs qu'ils avaient en tant qu'industriels et qui étaient des fois un petit peu intangibles pour sa cible. Toujours sur le Vendée Globe, cette année, on voit très bien, hein, Violette d'Orange, elle a elle a plus d'1 million d'abonnés, je crois, toutes plateformes confondues, mais je suis pas sûr que tu puisses me dire à quelle place elle a terminé, Non, alors le Vendée après Globe. moi je suis vraiment pas représentatif de la cible. Mais tu vois, même moi j'ai entendu parler déjà de ce cas-là et je l'ai suivi notamment parce qu'en communication ça devient un très beau cas d'école, Exactement. que je trouve. Et c'est vrai qu'on voit bien, alors surtout sur des projets un peu longs comme ça, mais pas que, l'impact que ça peut avoir bien sûr et la dimension que ça peut projeter sur la marque, sur ses cibles externes. Mmh. Tu as évoqué l'interne et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort, aussi là-dessus. C'est quand même un bon moyen, je trouve, d'emmener l'interne vers des valeurs qui sont assez classiques certes, mais de performance, de dépassement de soi. Enfin, il y a aussi une analogie, qu'on sait assez facile. Mmh. Même nous, au sein du groupe d'ailleurs, on parle pas mal de terrain de jeu. Bon, on sait que cette analogie avec le sport et cette capacité à pouvoir, animer le 1er collectif d'une marque, c'est-à-dire d'abord l'interne, doit jouer, à mon avis, sur la volonté des marques de se lancer. Pour autant, toutes n'y vont pas. Il y a quand même quelques freins, j'imagine. Mmh. Au-delà, déjà, il y a un premier, bien sûr, il est financier, mais au-delà de ça, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de freins qui font que les marques se lancent pas toutes. C'est ça. Moi, j'en vois 4 principaux. Le premier, c'est ce que tu relèves, c'est l'aspect financier. Si aujourd'hui, tu veux être partenaire d'une fédération, prenons la fédération française de rugby, bah, tu as un équipementier, un assureur,
une entreprise de télécommunication. Donc, tu vas avoir un peu une bataille en fonction de ces contrats et tu vas avoir tout de suite une montée des prix qui peut être impressionnant pour un annonceur. La réalité, il faut quand même casser un petit peu ce cliché-là. C'est que, moi je trouvais la stat avant le podcast, mais 92 des investissements de sponsoring aujourd'hui en 2023, ils sont inférieurs à 100 000 €. Donc si tu as une bonne stratégie, heu, pourquoi pas locale, tu peux ensuite tirer le fil, facilement en national sur des assets et ça, il y a un lien aussi directement avec les endroits et ce qu'ils proposent. Avant, tu avais, ce frein qui était la concurrence, le prix, parce que les offres étaient un petit peu sur étagère. Soit tu allais placer ton logo sur le maillot, soit tu avais une loge, soit tu avais un bord terrain. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, personnalisé et tu as des offres, les endroits vont vers les marques avec des activations, avec des contenus, pendant les Media Days où tu peux être assez créatif et donc ça, avec ta marque, tu peux créer, vraiment, un truc très personnalisé en lien avec ton ADN de marque. Mais c'est vrai que ça peut faire peur là-dessus, sur la concurrence et vraiment l'aspect Beh, financier. parce que aussi finalement, c'est vrai que le sponsoring veut dire quand même beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le cas JO où en plus on voit bien à quel point, les prix s'envolent et ça intéresse des grandes marques et en même temps le sponsoring sportif, peut aussi être de plus petites marques. C'est Burger King d'ailleurs de mémoire qui avait fait ça, qui avait sponsorisé une équipe féminine, qui était finalement relativement peu connue, mais ça a Mmh. été aussi un moyen pour elle, bah, de faire parler d'elle et puis, bah, de soutenir peut-être des personnes qu'on attendait moins. Bon et ça veut dire beaucoup de choses, le sponsoring sportif finalement, c'est pas aussi que des, gigantesques carrefours d'audience comme la Ligue 1. Exactement. Ouais, il y a eu c'est ouais, il y a une activation comme ça de Burger King qui est intéressante. C'est sur une ligue, très, très mineure, mais qui leur a permis d'être sur FIFA. Donc là, on sort un petit peu du cadre, que sport. On est sur l'entertainment au global avec le Mmh. gaming. Ils avaient Ah fait une c'était ça, c'était activation, côté gaming, c'est ça, ça, OK. ils avaient retrouvé leur logo qui était sur un tout petit maillot, donc ils ont payé très peu pour un asset classique qui est, vraiment d'être sur le maillot d'une équipe. Mais en fait, ils l'ont réutilisé de manière très maligne dans le gaming, via FIFA et ils avaient utilisé ce levier-là. Mais ça revient sur un risque aussi et peut-être un frein, c'est le ROI aussi du sponsoring. Aujourd'hui, tu as tellement de data, tu as tellement de mécaniques qui te permettent de calculer au centime précis ton coût d'acquisition. Avec le sponsoring, c'est un investissement plus long terme que que tu vas devoir, apprécier sur d'autres assets de marque et donc ça, il faut l'avoir en tête quand tu investis. Ouais, c'est là aussi où c'est peut-être d'ailleurs l'un des écueils aussi, c'est un sponsoring, ça a quand même un intérêt si c'est pas juste du one shot et que ça s'inscrit dans une stratégie, j'imagine, un petit peu plus longue, faut une certaine fidélité quand même pour que ça ait un intérêt. Ouais, c'est ça, il faut que tu sois en lien avec plein de choses parce qu'il y a aussi, là, c'est un autre risque avant de passer plutôt sur comment bien faire sa stratégie, mais il y a aussi le risque réputationnel qui peut, mettre un petit frein là-dessus. Quand tu t'inscris avec un athlète ou une ligue, si l'événement se passe mal, s'il y a une polémique, bah, tu vas adosser ta marque aussi dessus. Après l'autre pièce de ça, c'est que si tu investis très tôt sur une pépite dans son domaine, sur un événement qui est la première édition d'un événement, ta marque, elle peut profiter ensuite, en temps 2, en temps 3 de toute cette aura et tu as une histoire à raconter. Là, on revient sur ce qu'on s'est dit au tout début, mais tu as une histoire super à raconter en tant que supporter. Vraiment, là, tu es vraiment le partenaire, Mmh. de cet athlète, donc tu as ça. Ah, il y a un pari. Mmh. C'est ça. Bon, un pari qu'on peut, voir qui est quand même parfois, comment dire? Qui est très fin et qu'on a de grandes chances de gagner dans certains cas. Mais quand même, il y a quand même toujours je trouve un petit pari, même si les grands sportifs sont quand même bien rodés maintenant, média training, et il y a quand même pas de si gros bad buzz que ça, ou en tout cas pas de manière si courant que ça. On sent qu'il y a une industrie qui est quand même bien rodée. Ça peut arriver quand même. J'imagine qu'il doit y avoir quelques cas. Ouais, c'est ça et c'est là où il faut pas, où il faut vraiment étudier, en amont quelle typologie d'endroit tu vas aller cibler. Si tu es sur l'athlète, faut bien vérifier qu'il travaille pas avec tes concurrents tout simplement, mais qu'aussi c'est peut-être pas on dit un peu un homme sandwich, il travaille avec 10 000 marques un peu à la Teddy Riner et du coup, tu vas avoir moins de Mmh. granularité, moins de cohérence avec ta marque et il vaut mieux être très précis sur ce que tu as envie de faire, mais c'est ce que tu dis, les athlètes aujourd'hui sont tellement médiatraînés que c'est des médias en soi, sur leurs réseaux, sociaux, mais aussi sur toute leur prise de parole, leur engagement. Ils ont une vraie puissance, mais il y a plein d'autres leviers que tu peux activer. Tu vas pouvoir travailler avec des clubs, tu vas pouvoir travailler avec des fédérations, avec des événements. Il y a aussi un levier qui est souvent méconnu, c'est la team athlète. Tu peux créer une team athlète pour un événement précis, mais aussi sur le long terme, en fil rouge. Là, tu vas plutôt te baser sur un pilier, de ta marque, quasiment un pilier éditorial, et autour de ça, tu vas créer une team athlète avec différents sportifs, que ça soit, un footballeur, une nageuse, une personne qui fait du ski, plein de choses vraiment très Mmh. différentes et justement, tu vas pouvoir,
combiner l'ensemble des communautés aussi qu'ils agrègent et créer des temps forts, des événements où ils sont ensemble et ils sont vraiment autour de ce pilier. Du coup, tu te détaches aussi un petit peu de des résultats sportifs qui sont un peu inhérents aussi, qui sont un risque. Si ton équipe ou ton athlète fait de mauvais résultats, il faut que tu arrives à trouver, toi, en tant que service com et communicant, comment tu peux quand même tirer un fil rouge dessus et pouvoir communiquer. Là, avec la team athlète, tu as souvent un enjeu qui est autre que le sport, qui dépasse un petit peu ça, et ça te permet de lisser un petit peu ce risque du résultat. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu mises sur plusieurs, Ouais, plusieurs chevaux, tu c'est mets ça. pas tous tes œufs dans le même panier. C'est MGN qui avait pas mal fait ça d'ailleurs. Je sais pas si c'est encore le cas, j'ai l'impression de moins voir ça, mais MGN avait beaucoup fait ça à un moment. Ça a été une grosse tendance pendant les Jeux. Tu en as eu Ouais. énormément de team athlètes qui se sont créés à ce moment-là. Il y a Nike avait fait un coup de dingue, je trouve, là-dessus. En allant chercher en faisant c'est une team athlète de fait de personnes qui étaient, réfugiés, donc qui étaient pas rattachés directement à un pays. mmh, C'était quand même d'accord. assez fort, assez dingue, je trouvais comme message. Finalement, ça leur avait plutôt bien réussi sur Mmh. un grand moment comme ça. Bon, donc il y a plein de marques, on l'a vu, il y a des opportunités, il y a des freins, puis il y a un pari, je trouve, en fait, en réalité, c'est surtout ça, sur les freins qu'on trouve. Là, bon, bah, c'est pas tant le frein financier, il y a toujours une part de ROI, mais surtout, bon, bah, oui, il y a une part d'aléa aussi. À un moment, la beauté du sport, c'est que Mmh. c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Et finalement, on sait pas trop qui sera le meilleur. Aujourd'hui, les marques, donc si on regarde la manière dont elles s'engagent, comment elles s'en sortent? Avant peut-être de parler, contenu, il y a un truc, c'est un enjeu stratégique. Ça reste un levier, comme un autre en réalité, et en tant que marketeur, en tant que communicant, il faut rester dans les stratégies de base qui est, bah, penser à ton message, penser à ton objectif, penser à ta cible. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à ta typologie d'engagement, parce que si tu as vraiment cette démarche plus opportuniste en disant: «Bah, je vais aller sur le sport du moment, sur l'athlète du moment», hem, tu peux te tromper et tu peux avoir un impact sur ta marque et effriter ta marque, à ce moment-là. Hem, un Il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, la plupart du temps, les stratégies sponsoring, elles sont plutôt, ruisselantes de la part de la direction. C'est eux qui vont directement dire: «On va investir sur ce sport, dans 2 ans, et ensuite trouvez-moi des idées, trouvez-moi des contenus», et C'est c'est là, c'est c'est un c'est petit peu dommage c'est à un ce moment-là. grand classique ça quand même, en effet, que des équipes de communication héritent d'un partenariat sportif, comme Mmh. ça, et finalement qu'on vienne les voir presque, en leur demandant, dire: «Bon, maintenant on fait quoi pour que ce soit cohérent?» J'espère que c'est pas toujours comme ça, mais il y a quelque chose aussi comme ça, et quelque chose d'assez beau aussi de voir que, bah, oui, je pense qu'il y a des équipes de direction qui, à un moment, ont presque un espèce d'appel, de coup de cœur aussi Mmh. pour soutenir, un projet. Moi, j'imagine que se joue quelque chose aussi d'individu à individu, C'est à un c'est moment. toujours mieux. C'est toujours mieux parce qu'au mieux, tu vas être une marque, sur la liste des, 15 sponsors de l'événement, mais au pire, tu peux créer une polémique ou passer vraiment pour la marque, opportuniste. Moi, ça me fait penser en septembre dernier, le PSG a signé un deal de 5 ans avec, Pernod Ricard. Donc, Ah oui, c'est vrai. quand tu vois la news, tu te dis: «Mais OK», donc, les Marseillais en sont tout de suite montés au créneau. Il y a eu une campagne de boycott, des marques. Ah, on déconne pas avec le Ricard. Et le Ouais. problème, c'est que c'était pas les Ricard, c'était les whisky et champagne de la marque, Ah mais oui, c'est sauf ça. que Oui, enfin, c'est du branding, c'est la marque ombrelle, la marque groupe Pernod Ricard, bah, tu penses directement à ça. Donc c'était là, il y a eu vraiment un backlash dessus et ils ont fini par retirer le contrat et retirer ce ah sponsoring. ouais. Donc il faut faire attention à cette stratégie un peu d'opportunisme, sûrement mercantile, là, sur ce cas-là. Bah, là, oui, j'imagine que, bon, c'est bien que le PSG a aussi une dimension, qui est plus juste PSG l'OM, et qui devient vraiment un club, C'est ça. européen, international, qui forcément, j'imagine que l'enjeu était plus là. Ouais, donc le risque réputationnel, c'est aussi pas simplement, celui de la personne ou de l'équipe sponsorisée ou de la ligue sponsorisée. C'est vrai que c'est aussi à l'inverse. Ce que ça révèle, c'est quand même l'enjeu de cohérence de marque, Mmh. forcément. Ouais, J'imagine bien qu'il y a sûr. c'est un petit peu le prérequis quand même, qui est une certaine affinité, et que ce soit pas juste totalement gratuit, un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure d'ailleurs, que ce soit pas juste, le fait que, la marque prône un petit peu la performance, et donc c'est logique d'aller dans le sport. Il faut quand même quelque chose qui aille un petit peu plus loin, et un Exactement. récit un peu plus complet. Mmh. Ouais, totalement. Là, on reprend plutôt le pendant format, mais il faut que tu aies un format cohérent avec ton antenne de marque. Il faut que Mmh. toute ta stratégie soit vraiment en lien avec ça, parce que tu peux faire ce pas de côté qui fonctionne pas, là-dessus. Puis Hem c'est que le point de départ, quoi. et ouais, voilà, c'est ça. Surtout que maintenant, c'est ce qu'on disait en intro aussi, tu as de moins en moins d'offres sur étagère, donc tu peux créer des contenus vraiment en lien avec ta marque. Apicil, par exemple, le fait très bien. Ils ont d'un côté une team athlète, mais même sur toute leur stratégie de sponsoring,
hem, que ça soit avant sur la voile, maintenant sur le rugby, ils vont vraiment colorer tout leur contenu avec cette mission qui est autour de l'handicap, de l'inclusion et donc quand ils vont prendre la parole en sponsoring, tu as cette cohérence et tu te rattaches Mmh. directement à la plateforme Apicil, à la plateforme de marque et à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils dégagent et toutes leurs preuves de marque et ça devient vraiment un pilier super important et beaucoup de leur investissement en com se font via ces sponsorings qui sont super importants pour leur noto. Ensuite, tu as des marques, qui ont peut-être un besoin de considération plus important, parce que tu as des marques qui investissent sur leur maillot sur le maillot de foot depuis des années, mais OK, maintenant tu la connais, mais comment tu fais passer comment tu passes sur un second cran, être plus en considération, montrer tes services? Et là, tu peux faire des media days avec des joueurs, avec plein de choses où tu es plus précis. Il faut avoir cette cohérence, et créer des formats vraiment adaptés à ta marque, c'est primordial. Oui, parce que c'est vrai qu'on a longtemps vu aussi le sponsoring comme finalement un moyen d'acheter une audience et de développer vite de la noto. Et donc que la marque vienne s'imposer en effet dans l'univers du sport, c'est un moyen d'aller chercher cette audience. On pense moins ou peut-être que c'est peut-être un oubli parfois aussi de voir, bah, comment la marque, elle prend la parole et vient amener justement cet univers du sport, vient amener ce partenariat. C'est plus facile forcément quand on sponsorise un athlète que quand on sponsorise une ligue sans doute. Mmh. Mais comment voilà, c'est pas simplement la marque qui elle, vient s'imposer, dans l'univers du sport, mais comment elle amène du sport aussi sur ses propres contenus, sur ses propres prises de parole, et qu'il y ait une forme d'échange et aussi c'est une forme de cohérence ici sur les formats. J'imagine que c'est d'autant plus compliqué à réaliser et pour autant ça dépend de la typologie, quoi. C'est ça. Ça dépend aussi de l'ayant droit en tant que tel. Tu en as qui sont plus enclins à travailler avec les marques et créer des expériences, directement. Mmh. Les clubs de foot, typiquement, ils s'assoient sur une manne un peu financière des droits télé depuis très longtemps, donc ils ont moins un petit peu ce besoin de partenaires, même si c'est dans leur mix, économique, c'est toujours important. Moi, ça me fait penser au gaming aussi, qui peut être Mmh. une bonne ref à avoir, même si tu élargis un petit peu ton scope sur la partie passion au sens large. Mais aujourd'hui, les clubs d'e-sport, ont plus ce besoin-là de co-créer avec des partenaires et ils sont souvent un peu plus à l'écoute pour créer des expériences de marque. Donc, c'est aussi une stratégie de sponsoring, un petit peu différente. C'est vrai que la partie e-sport, alors on va peut-être chercher pour l'instant encore, une audience un peu moins large que peut le faire, les principaux sports. Mmh. Mais par contre, avec un niveau je trouve que c'est un bon exemple du niveau d'intensité, qu'on peut avoir et d'engagement, et il y a quand même déjà des marques qui s'y sont placées, Bien sûr. qui est quand même vraiment, vraiment hallucinant, je trouve C'est là-dessus. ça. Tu es sur une communauté, tu es sur des codes, donc tu peux vraiment avoir un effet multiplicateur, quand tu les prends de la bonne manière, qui est impressionnant. Et je trouve que justement les marques qui se sont lancées sur le gaming, pas que, hein, mais en tout cas celles qui sont allées sur le e-sport vraiment, parce que c'est plus ça d'ailleurs, c'est plus le e-sport que le gaming ici qu'on évoque, ont bien compris justement à quel point oui, il fallait trouver de la cohérence, il fallait trouver sa bonne place, il fallait réussir à faire le lien ici, trouver le bon récit, et à quel point aussi il allait falloir quand même trouver un moyen de sortir du lot et un moment faire preuve de créativité. C'est ça. Tu vas vraiment moins être dans le billboard, tu vas préempter des moments, des expériences de fans, et tout ça, c'est primordial pour avoir des contenus qui sont impactants. On revient sur l'émotion du tout début de notre échange, mais pour avoir de l'impact et se différencier, parce que tu as toujours plein de partenaires autour de toi, il faut que tu sois vraiment en lien avec ce que tu fais, ce que tu as envie de raconter en tant que marque. Donc tu as ces 2 récits qui vivent un petit peu en parallèle et c'est les liens que tu trouves, entre ces 2. L'exemple, bon, qui est un petit peu lointain, mais Erling Haaland, le joueur de foot, il a une célébration qui est un peu en mode viking. Bah, avec Clash of Clans, qui est un jeu en ligne où tu as justement plein d'univers comme ça, dont des univers un petit vikings, là, simplement sponsorisé ce moment-là un petit peu et a fait un contenu avec lui. Mais ça paraît tout bête, mais il faut faire ces liens avec ta marque et tu en as forcément. Il y a forcément un terrain de jeu qui est fait pour ta marque. Là, c'est intéressant parce que c'est plus juste une opportunité avec, un joueur qui est célèbre. Mmh. C'est réussir se réapproprier un petit moment, un petit rituel qui s'est imposé de la culture populaire, en effet, avec ce Viking mode, qui est presque un truc de mème, en fait, pour moi, qui est un truc très culture internet, dans l'esprit et d'aller chercher ça, d'aller chercher ce moment, ce rebond-là, quoi. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose, ici d'intéressant, alors qui est sans doute plus opportuniste au sens positif ici du terme, mais qui est quand même assez malin. Il y a aussi toutes ces marques-là, en réalité, qui font pas vraiment de partenariat, mais qui trouvent quand même un moyen de pouvoir se rattacher, pas toujours de manière officielle d'ailleurs, et parfois un petit peu pirate, au monde du sport. Il y a C'est aussi ça, toutes celles-ci. exactement. Bah, quand tu es dans le sponsoring, tu te rends vite compte qu'il y a des règles. Tu as certaines fédérations, certains comités qui sont très stricts là-dessus.
sur l'utilisation des droits. Ah, les JO, on rigole pas. Là, on l'a vu encore. Tu peux pas avoir sur les tatouages avec les anneaux, tout ça, il y a eu plein de sujets. Donc, c'est vrai que tu as certaines marques qui sont assez malines, et ce que tu évoques, c'est l'embouche marketing. Là, en tant que marque, tu vas profiter d'un événement. Il y a des événements qui ont une échelle vraiment immanquable. Tu peux comparer ça à quasiment une vague. Et si tu arrives à positionner ta marque à ce moment-là sur cette vague, tu vas profiter de tout le travail collectif qui a été fait pour profiter de cette écoute de la cible sur ce sujet-là. Et donc, sur les jeux, tu as eu plein d'embauches qui étaient vraiment malins pour le coup. Moi, je pense à McDo et à Itch. McDo, je pense que tu parles, tu poses la question aux gens de l'agence, à savoir est-ce que McDo était partenaire des jeux, ou tu poses une question peut-être un petit peu piège. Je pense que la moitié des gens hésitent parce qu'ils ont retravaillé leur plateforme, ils ont fait tout un film autour de ça qui était, au lieu de venez comme vous êtes, qui était bienvenue comme vous êtes, avec des touristes. Ils ont créé des produits aussi thématisés en fonction des régions. C'était vraiment bien fait. Donc là, tu reprends un petit peu ce qu'on s'est dit. Ils ont réussi à cocher toutes les cases, l'ADN, leurs produits, leurs valeurs, tout ça. Et ils l'ont inséré dans un embouche qui était vraiment malin. Itch l'a bien fait aussi avec, pareil, sa tonalité propre. Et ils ont créé un contenu pour se moquer un petit peu des touristes et même de son concurrent principal, qui était vraiment smart pour le coup. Et ces deux marques, le seul lien qu'elles ont fait en finale avec les jeux, c'était le tourisme. Sauf que quand tu es sur ce moment clé, tu parles tourisme été, et bah, tu fais directement le lien. Et quand toi, t'es consommateur, tu le fais inconsciemment ou consciemment, mais tu fais le lien, ils profitent de Ah ça. bah oui. En effet, c'est vrai, enfin, McDo, moi, tu me l'apprenais, en effet, quand on préparait le sujet, qu'ils n'étaient pas partenaires Mm. des JO. Pour moi, c'était assez évident. Non, c'est vrai que les deux marques, finalement, alors, chacune à leur manière, mais oui, on rebondit sur le fait qu'il y allait avoir plus d'étrangers que d'habitude en France. On sait tous pourquoi, donc on n'a pas besoin de le dire. Et donc, finalement, on vient enfin, s'intéresser à ce moment clé-là, plus qu'à l'événement qui est à côté. C'est vrai que c'est une manière de se rattacher au sport sans être tout à fait dans le sport, comme quoi le sponsoring sportif peut prendre vraiment plein de formes, y compris des formes un petit peu cachées. Écoute, est-ce qu'on s'est tout dit? Il y a des Ouais, choses qu'on n'a pas ouais. évoquées. Merci beaucoup, Nicolas. Non, merci à toi, Bon, Thomas. bah, au plaisir C'était chouette. de pouvoir reparler sport, parce que j'apprends pas mal de choses sur le sujet assez régulièrement avec toi. Et puis, bah, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts UV sur notre site, thelinks.fr. Au revoir.